Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, dans Une histoire dans l'histoire, j'ai choisi de vous parler d'un personnage qui illustre les bouleversements politiques en France de 1789 à 1830. Cet homme est très connu de la littérature française, beaucoup moins connu pour son action politique, durant cette période très agitée. Il a connu plusieurs monarques, de Louis XVI jusqu'à Louis-Philippe, en passant bien évidemment par Napoléon. Il a été un écrivain, mais aussi un soldat et enfin un homme politique. Il caractérise parfaitement cette période agitée, puisqu'à l'image de la société française, il s'est lui-même cherché longtemps. Ce personnage, certains d'entre vous l'auront peut-être reconnu, il s'agit de Chateaubriand. Commençons par le début. Chateaubriand a 22 ans en 1789. Il est issu de la petite noblesse, son père a fait fortune dans la traite des Noirs. Et il est probable que son statut de noble et de dernier de sa fratrie l'aurait amené à suivre une carrière de militaire ou de religieux. Or, la Révolution française va changer sa destinée, comme celle de beaucoup de personnages de l'époque d'ailleurs. Chateaubriand fuit la France en 1791 pour l'Amérique afin d'éviter une possible exécution. Une partie de sa famille ayant déjà été emprisonnée, voire même guillotinée. Cette période de terreur le marque pour la vie entière. À la lecture d'extraits des premiers livres de son œuvre, Les Mémoires d'Outre-Tombe, on a l'impression que Chateaubriand n'est pas un homme à devenir ultra-royaliste ni anti-révolutionnaire. Mais les horreurs de la Révolution sont telles qu'il n'a pas d'autre choix. C'est lors de son premier exil qu'il commence à écrire son premier ouvrage intitulé Essai historique, politique et moral sur les révolutions anciennes et modernes, dans lequel il dénonce l'injustice et les violences envers les nobles durant la Révolution. « Je suis monarchiste par raison et bourbonien pour l'honneur, dit-il. C'est d'ailleurs ce qui peut expliquer ses positions changeantes tout au long de sa vie. » Chateaubriand illustre parfaitement le climat de la terreur de Révolution qui engendre l'exil de nombreux nobles. On peut se demander d'ailleurs si ça n'est pas la Révolution qui l'amène à devenir écrivain en dénonçant la persécution des nobles. De retour des Amériques, Chateaubriand rejoint l'armée des princes et combat l'armée républicaine française. Puis il s'exile à Londres où il continue d'écrire. Il décide finalement de revenir en France en 1800 à l'avènement de Bonaparte en tant que premier consul. Et bien que celui-ci ne soit ni roi ni descendant de la monarchie, Chateaubriand voit quand même en lui un homme capable de maintenir l'ordre, mais également quelqu'un qui accorde des libertés au peuple, à la presse et qui s'attache à la religion. Chateaubriand se rapportera continuellement à ses principes. Peut-être n'est-ce qu'une coïncidence, mais c'est à cette époque que Chateaubriand publie son dernier ouvrage intitulé Génie du christianisme, qui coïncide avec la signature du fameux Concordat, qui fut en fait l'acte de refondation de l'Église en France, Église qui a été très malmenée durant la Révolution. Bonaparte souhaite que l'Église soit à nouveau reconnue en France et va vraisemblablement se servir de Chateaubriand à travers son dernier ouvrage pour faire passer cette idée. Il va d'ailleurs nommer Chateaubriand premier secrétaire d'ambassade à Rome, lequel, grâce à ses relations, a pu rentrer dans les petits papiers de Bonaparte. En 1804, catastrophe. Bonaparte est visé par un attentat à Paris. Il fait alors arrêter et exécuter le duc d'Enghien, qui n'est autre que le possible successeur de Louis XVI. Chateaubriand décide alors de démissionner pour protester contre cette exécution, mais aussi pour protester contre la proclamation de Napoléon en tant qu'empereur des Français, en qui il voit désormais un despote. Les années qui suivent, il voyage, fait des rencontres amoureuses qui lui inspirent plusieurs romans. Mais en 1807, il doit à nouveau quitter la France suite à la publication d'un réquisitoire contre Napoléon. Là encore, le point de vue de Chateaubriand illustre parfaitement l'état d'esprit de l'époque avec Bonaparte, sauveur de la Révolution,
mais un Napoléon devenu ni plus ni moins qu'un monarque absolu. À ce stade, on comprend mieux vers quel concept de gouvernement souhaite aller Chateaubriand. Un roi, pour respecter la Constitution et la tradition, dont les lois sont votées par une assemblée qui veille aux libertés, et le tout avec la religion comme fondement de la société. Puis, c'est la fin de l'Empire. Napoléon est cerné par toutes les puissances européennes, incapables de se défendre, suite au désastre de la campagne de Russie. Il doit abdiquer. Et, après une tentative de retour aux affaires en 1815, il abdique de nouveau en faveur de Louis XVIII. C'est à ce moment-là que Chateaubriand revient sur la scène. Il a publié plusieurs essais politiques en défaveur de Napoléon. Il a fui à Gand avec Louis XVIII entre la première et la deuxième restauration et il a noué des liens avec celui-ci, liens qui lui permettent de devenir ministre d'État et pair de France, à l'avènement de Louis XVIII comme roi des Français. Cela tombe bien puisque Louis XVIII souhaite mener une politique de réconciliation et d'oubli, car sa population n'est pas acquise à sa cause. Il est favorable à la monarchie parlementaire et il met en place pour ce faire 2 chambres. La Chambre des pairs, constituée d'aristocrates, et la Chambre des députés, qui représente le peuple. Chateaubriand adhère dans un premier temps complètement à cette politique libérale menée par Louis XVIII, mais il décide de rejoindre le mouvement des ultra-royalistes suite à la trahison de bon nombre de députés pendant la période des 100 jours du côté de Napoléon. Les ultra-royalistes est un groupe composé de personnes favorables à la monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire la monarchie d'avant la Révolution. Les ultra-royalistes sont majoritaires à la Chambre des députés, ce qui est assez paradoxal puisque Louis XVIII souhaitait une monarchie parlementaire. Mais la Chambre des députés, dite la Chambre introuvable, est plus royaliste que le roi. Cette chambre est tellement ingouvernable qu'elle est dissoute en septembre 1816. Chateaubriand dénonce cette dissolution. C'est alors qu'il est renvoyé par le gouvernement et fonde un journal qu'il appellera Le Conservateur. En 1820, le duc de Berry, qui n'est autre que le successeur naturel de Louis XVIII, est assassiné par un bonapartiste. Chateaubriand en profite pour faire tomber le gouvernement en 1820, en partie grâce aux dénonciations de son journal qui accuse faussement de complicité d'assassinat le chef du gouvernement Decazes, dont les mesures libérales déplaisent fortement au groupe des ultra-royalistes. Des élections sont donc organisées et le groupe des ultra-royalistes devient ultra-majoritaire en 1821. Chateaubriand est nommé ambassadeur dans différents pays, puis ministre des Affaires étrangères en 1823. Mais Chateaubriand, qui est un internel insatisfait, est à nouveau révoqué en 1824 suite à des dissensions avec De Villèle, chef du gouvernement, pourtant ultra-royaliste et pourtant son ami de toujours. Cette même année, Louis XVIII décède et c'est son frère Charles X qui lui succède. Malheureusement, Charles X est un roi complètement différent de son frère Louis XVIII, puisqu'il entend mener sa politique de la même façon qu'avant la Révolution, c'est-à-dire de façon absolue et sans régime. Pour preuve, il se fait sacrer religieusement à Reims, ce que Chateaubriand évidemment salue puisqu'il est favorable aux traditions. Mais ce sacre n'est pas apprécié du peuple et des députés libéraux qui y voient un retour à l'ancienne monarchie. De plus, Charles X met en place des lois répressives sur la liberté individuelle, sur la liberté de la presse et autres lois favorisant les plus riches. Cette fois, on peut dire que la Chambre, qui est composée d'une majorité écrasante de députés royalistes, est en accord total avec le roi Charles X, lequel reconduit De Villèle à la tête du gouvernement. Mais le peuple gronde et devant la montée des libéraux et l'impopularité des mesures, des élections anticipées ont lieu en novembre 1827
et De Villèle est contraint de démissionner. Chateaubriand participe d'ailleurs à la chute de Villèle en demandant à ses partisans de la Chambre de s'abstenir au vote. Un nouveau gouvernement de compromis est donc mis en place sous la présidence de Martignac. Mais celui-ci échoue très rapidement. Charles X nomme alors en août 1829 Polignac, qui est un ultra-royaliste notoire et favorable à la monarchie constitutionnelle. Chateaubriand, qui avait été nommé ambassadeur en 1826, démissionne une énième fois de son poste pour protester contre la nomination de Polignac. Les députés eux-mêmes votent d'ailleurs la défiance contre le gouvernement Polignac en mars 1830 et en riposte le roi dissout la Chambre en mai et en juillet l'opposition remporte les élections. Charles X tente alors son dernier coup de poker qu'on pourrait qualifier de coup d'État. Il signe 4 ordonnances, dites ordonnances de Saint-Cloud, qui restreignent la liberté de la presse, modifient la loi électorale, dissolvent la Chambre des députés et procèdent à des nominations de conseillers d'État. Il n'en faut pas plus pour entraîner une révolution. C'est ce qu'on appelle la Révolution de Juillet ou les Trois Glorieuses. Charles X est obligé d'abdiquer. Quant à Chateaubriand, fidèle à lui-même, il renonce à toutes ses fonctions et il publie des pamphlets contre le nouveau monarque Louis-Philippe. Il se consacre jusqu'à la fin de sa vie à la rédaction de ses mémoires dites les Mémoires d'outre-tombe. Je ne peux que vous recommander la lecture de ce chef-d'œuvre de la littérature. Chateaubriand y raconte sa vie et, à travers le prisme de sa subjectivité, de sa sensibilité, de ses idées, le lecteur se trouve plongé au cœur d'une époque en ébullition. Chateaubriand peut donc être considéré comme un parfait et passionnant témoin de la période de 1789 à 1830. Pour finir, je vous laisse mesurer la teneur de ces quelques lignes. Contemplons avec vénération les siècles écoulés, rendus sacrés par la mémoire et les vestiges de nos pères. Toutefois, n'essayons pas de rétrograder vers eux, car ils n'ont plus rien de notre nature réelle. L'immobilité politique est impossible, force est d'avancer avec l'intelligence humaine. Excellente semaine à tous et à lundi prochain pour une nouvelle Histoire dans l'Histoire.